Bien, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire sur la digitalisation des formations à distance à l'IFEAP. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Argoulon, donc je suis formateur permanent à l'IFEAP et en charge de toutes les questions autour de la pédagogie et du numérique et du développement des formations à distance, ce qui sera notre sujet de ce soir. Je suis accompagné de Karine Vincent, donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente. Si tu veux bien. Oui, donc bonsoir à tous. Je suis Karine Vincent, formatrice à l'IFEAP pour ceux qui ne me connaissent pas, responsable qualité à l'IFEAP, et donc je vais accompagner Frédéric tout au long de ce webinaire, mais plus en tant que modératrice du chat et également donc pour pouvoir lui poser toutes les questions que vous aurez, puisque je vois qu'il y a des réactions déjà dans le chat. Comme on est en mode webinaire, vous ne pouvez pas avoir accès, vous, à vos micros. La seule façon de communiquer avec nous, ça va être de déposer des messages dans le chat. Voilà, donc je laisserai Frédéric expliquer pourquoi on a choisi la modalité webinaire. Mais voilà, donc vous nous entendez, mais vous ne pouvez pas parler. Voilà. Ok, merci Karine. Alors j'y viens tout de suite. Le choix de la modalité webinaire, c'est qu'on s'est adressé à peu près, je crois, entre 30 et 40 personnes pour participer à ce webinaire. Donc voilà, 30 à 40 personnes. Il y avait soit la formule visio à 30 ou 40 avec des prises de parole, ce qui n'est pas forcément plus simple dans l'activation des micros, des caméras, etc. Donc on a fait plutôt ce choix. Alors on imagine bien qu'on ne sera pas forcément 35 ou 40, mais enfin bon, sans savoir à l'avance, on a préféré faire le choix du webinaire. Mais pas d'inquiétude, effectivement le chat vous permet de poser quand vous le souhaitez toutes les questions, et puis Karine relaiera ces questions auprès de moi et elle y répondra elle aussi si elle le souhaite. Donc voilà, cette interactivité peut se passer de cette manière-là. Et ça permettra d'être malgré tout dans l'échange, même si c'est peut-être un peu moins interactif que les visios dont vous avez l'habitude. Donc il y aura un certain nombre de moments comme ça, hein, je reste sur la question des questions-réponses, où on fera un point étape dans la présentation que je vais faire avec Karine, qui pourra relayer un certain nombre de questions, et puis ensuite on pourra poursuivre le déroulement. On a prévu large au niveau de l'horaire, hein, rassurez-vous, on a prévu 18-20 heures, ce qui paraît long pour un webinaire, mais enfin on a un certain nombre de choses à se dire, donc peut-être qu'on sera plus près des 19h30, en fonction aussi de vos questions, qui j'espère seront nombreuses. C'est parti. Donc le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche, à la fois de webinaire, d'enquête, on va y revenir ensuite, de prise de contact. Alors, avant de parler du contexte de cette année qu'on connaît bien, qui est celui que l'on vit actuellement au centre de formation à l'IFEAP, lié et au confinement et au déconfinement, quand même rappeler que la question de la digitalisation des formations et de la formation à distance n'est pas nouvelle, elle n'est pas de cette année. Ça fait plusieurs années que l'IFEA travaille sur les questions de digitalisation et de formation à distance, et que l'IFEA propose dans son catalogue de produits de formation des sessions de formation, tout ou partie à distance. On va revenir sur ces questions de 100% ou de formation hybride, qui hybride à la fois du présentiel et de la distance. Mais ce n'est pas nouveau dans le catalogue de formation de l'IFEAP. Pour autant, on a eu un contexte cette année qui nous a poussé à réfléchir et à entamer une démarche plus approfondie, à la fois à l'interne dans nos réflexions, qui est toujours en cours, et puis aussi en vous sollicitant en tant que formateur intervenant dans les formations, pour réfléchir ensemble à, on va dire, une amplification, en tout cas,
des produits de formation à distance, à la fois liés, comme cela s'affiche sur le diaporama, à des questions toujours d'incertitude en termes de déplacement, même si aujourd'hui la situation semble beaucoup plus stable et qu'on peut faire plus de 100 km. Voilà, on n'est pas à l'abri, et espérons le contraire, mais enfin on n'est pas à l'abri que dans les mois, ou en tout cas au cours de l'année prochaine, il y ait à nouveau des restrictions en termes de déplacement, ne serait-ce que des apprenants qui ne peuvent pas passer d'une région à une autre. Tout de suite, ça pénalise évidemment nos activités, puisque on s'adresse à un public qui habite sur l'ensemble du territoire national et des dom-toms. La question des incertitudes aussi, même si aujourd'hui c'est aussi de ce côté-là stabilisé, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, tout ce qui concerne l'hébergement, la restauration, voilà, des stagiaires qui se déplacent à Angers ou ailleurs, à Paris ou à Lyon, il faut qu'ils puissent se loger et se nourrir, donc ça peut être aussi un frein dans les mois qui viennent. Et puis la question du volume, enfin en tout cas du nombre de personnes qu'on peut regrouper dans une salle, là c'est une vraie question aujourd'hui, avec des restrictions et un nombre de mètres carrés par personne, donc de toute façon, de fait, on ne peut pas accueillir forcément l'ensemble de nos promotions toujours dans de bonnes conditions. On peut penser que ça va évidemment aller en s'améliorant, mais voilà, c'est aussi un contexte qui est venu nous pousser à une certaine réflexion et à ne pas subir et plutôt anticiper voilà, ces possibilités de contraintes au niveau de nos formations. La démarche dans laquelle on vous associe, donc c'est celle d'un premier temps autour de ce webinaire ce soir, pour faire un point et que vous ayez un maximum d'éléments sur la politique de formation à distance de l'IFEAP et puis les outils qu'on utilise. Je vais revenir par la suite sur le programme plus en détail, mais un premier temps de partage autour de cette démarche et de cette volonté de développement de la formation à distance. Une enquête qui vous est déjà parvenue. Je suis allé voir ce matin, il y avait déjà une quinzaine de personnes qui avaient rempli l'enquête avec des éléments très intéressants sur vos profils et les outils que vous utilisez déjà. Donc, je vous invite évidemment, suite à ce webinaire, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller remplir l'enquête. Je crois qu'on avait mis jusqu'au 11 ou 12 juin. Et ensuite, dans la démarche, c'est de pouvoir choisir, en lien avec vous, des produits de formation sur lesquels on souhaiterait travailler à une transformation tout ou partie en distanciel. Ça, évidemment, rien n'est décidé de ce côté-là. Mais ça, ce sera un vrai dialogue qui devra s'opérer entre l'IFEAP et vous, et entre notamment le pilote, ce qu'on appelle à l'IFEAP le pilote, en tout cas le formateur référent, celui qui vous a fait parvenir cette invitation au webinaire, et avec lequel habituellement vous êtes en lien pour préparer les sessions de formation. Au niveau du programme de ce webinaire, donc un premier temps sur les types de dispositifs FOAD. Je pense que vous avez déjà un certain nombre d'éléments pour certains sur ce qu'est la formation ouverte à distance, mais j'avais dans l'idée de le compléter. Les dispositifs et outils en œuvre à l'IFEAP aujourd'hui. Le métier de formateur, un métier qui évolue, qui se diversifie. Et enfin, un dernier point sur les étapes de transformation, c'est-à-dire l'après et comment on va vous accompagner dans ce processus. Si vous y engagez, évidemment, par la suite. Les types de dispositifs FOAD. Donc, sur cette ligne qui va du 0 au 100% à distance, on peut repérer d'une manière certes schématique, mais ça donne quand même un certain nombre de repères, du tout présentiel, on peut appeler présentiel enrichi, jusqu'au tout distanciel, présentiel inexistant. Donc, si on revient sur ces éléments en détail, la question du présentiel enrichi. C'est intégrer dans son intervention présentielle l'usage d'outils numériques. Donc là,
il ne s'agit absolument pas de questions de distance, on fait que du présentiel, mais déjà, dedans, on peut intégrer l'usage d'outils numériques, alors soit par l'enseignant, en l'occurrence plutôt par le formateur en ce qui vous concerne, ou par les apprenants. Donc on peut très bien être dans l'usage tout simplement de PC, de tablettes, de smartphones, et puis d'applications numériques, PowerPoint, l'usage de vidéos ou de quiz dans son temps présentiel. Donc là, en l'occurrence, présentiel enrichi numériquement. La question du présentiel augmenté. Donc là, il s'agit d'activités par les apprenants en amont ou en aval de la séance présentielle, en s'appuyant sur des outils numériques. On fait souvent référence au thème de la classe inversée. Donc, il s'agit à la fois, soit en amont de votre intervention, d'envoyer un certain nombre de documents, d'envoyer des liens web, par exemple, qui sont à consulter et qui seront repris en présentiel. Mais là, on est plutôt dans une préparation du présentiel. Il ne s'agit pas d'augmenter le volume de formation. Le volume de formation reste le même. Il y avait 7 heures dans ma journée, mais en amont, je diffuse des contenus pour préparer. Et en aval, éventuellement, je fais parvenir mon PowerPoint ou des ressources complémentaires pour aller plus loin. Les objectifs de la formation ouverte à distance, il y en a 2 principaux. Premièrement, s'affranchir de la distance des apprenants et parfois de la distance d'intervenants extérieurs, de formateurs extérieurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on vient de traverser une période où on ne pouvait plus se déplacer, donc ce qui nous a permis évidemment de répondre à une mise en place, sauvegarder certaines sessions de formation grâce à la distance, grâce à la formation à distance, puisqu'on était contraint sur ces déplacements. Et puis parfois, là, des intervenants extérieurs, effectivement, des intervenants qui habitent très loin. Bon, finalement, ça peut permettre parfois d'intervenir sur un volume qui est tout à fait cohérent, c'est-à-dire une demi-journée, sans se déplacer de l'autre bout de la France à Angers pour une demi-journée. Donc, il y a cette question, évidemment, de souplesse d'usage et d'accès à la formation à travers la distance sans les déplacements. Un deuxième objectif, c'est l'apprenant maîtrise son rythme d'apprentissage grâce au temps asynchrone. On va revenir sur la définition de l'asynchrone et du synchrone. C'est bien ce qui fait la définition de la formation ouverte. On a bien compris la formation à distance, mais souvent la formation ouverte, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence. En l'occurrence, ça fait référence au fait que les tâches, les activités peuvent être réalisées de manière asynchrone, c'est-à-dire que les apprenants peuvent les réaliser au moment où ils le souhaitent. Et évidemment, ça permet de développer à la fois une certaine autonomie et puis un accès à la formation qui peut répondre à certaines contraintes, notamment professionnelles, des apprenants. Donc, ces 2 points-là sont importants. Il y a bien la question de la distance et il y a bien aussi la question de la maîtrise de son rythme d'apprentissage. On verra par la suite qu'évidemment, ça doit être accompagné par le centre de formation. Juste un petit rappel, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce le cadre légal de la formation ouverte à distance avec un certain nombre de règles, de mise en œuvre et de financement. Évidemment, on intègre tous ces éléments-là, nous, dans notre fonctionnement, notamment en lien avec les services administratifs. Mais il y avait déjà, avec la loi de 2014, une première reconnaissance de la formation à distance, mais là, c'est vraiment renforcé à travers un certain nombre de principes. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé du présentiel enrichi, du présentiel augmenté. Il n'a pas du tout été question de distance, de temps à distance. Le présentiel allégé. Donc là, on rentre dans des dispositifs qu'on dit mixtes. Alors, on parle d'hybride, on parle de blended learning. L'idée, c'est que dans ces dispositifs hybrides, il y a à la fois du présentiel et du distanciel dans des dosages. Alors là, qu'il faut déterminer ensemble, c'est le scénario pédagogique qui vient guider, il n'y a pas une recette miracle. Il faut bien rester sur les intentions de départ. Donc, dans ce qu'on appelle présentiel allégé, on a toujours une part entre 50 et 100%
de présentiel et on intègre une petite part, moins de 50%, de distanciel. Le présentiel réduit, on est toujours dans un dispositif hybride avec du présentiel là en dessous de 50% et la part de distanciel est la plus importante. C'est une histoire entre guillemets de dosage. Et enfin, le présentiel inexistant sur des dispositifs 100% distanciels. Donc là, assez facile à comprendre. Donc, ce qui signifie l'introduction de temps de formation à distance, à la fois synchrone ou asynchrone. On va revenir sur ces deux termes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien le projet de formation initial qui doit guider les choix de scénarisation pédagogique et donc permettre de trouver le bon équilibre présentiel-distanciel. Parfois, on nous pose la question en disant, mais finalement, alors, moi, j'irais bien sur de l'hybride, je mettrais bien 2 jours de présentiel et une journée à distance. Et alors là, est-ce que c'est bien? Là, on prend les choses à l'envers. On va repartir des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques, et on va voir ce qu'il est possible de mettre à distance. Et parfois, il est possible de tout mettre à distance. J'en ai déjà un peu parlé, mais on va revenir sur ces deux termes qui sont importants dans le champ de la formation ouverte à distance. C'est la question de, à l'instant T, est-ce qu'on fait ou on ne fait pas la même chose? Donc vous avez en colonne le synchrone, l'asynchrone, et puis à l'horizontale la question du présentiel, du distanciel. Donc le synchrone, l'apprenant avec le formateur ou avec ses pairs sur le même rythme imposé. Donc en présentiel, on comprend bien, on est dans une salle, on travaille tous ensemble au même rythme, on fait les mêmes exercices. Bon. On peut aussi avoir des rendez-vous individuels avec un formateur, mais on voit bien que là, il y a une synchronisation de la tâche. Le synchrone en distanciel existe aussi quand il s'agit de visioconférence ou de classe virtuelle, ou travaux collaboratifs avec Skype. Donc là, on est bien, certes, à distance, mais il y a une synchronisation des temps, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous au même moment sur généralement les mêmes tâches, ou en tout cas les mêmes produits les mêmes contenus qui sont diffusés et les mêmes activités qui sont proposées. L'asynchrone, donc des apprentissages qui ne suivent pas le mouvement imposé, donc n'a pas lieu en même temps, ou a lieu en même temps, mais pas au même rythme. Ça, c'est peut-être une subtilité, c'est-à-dire que l'asynchrone, on pense immédiatement, je l'ai mis en bas sur le distanciel, plateforme LMS, c'est-à-dire sur Moodle, on va y revenir, il y a des contenus, et puis vous avez une semaine, pour certains, ils ont déjà suivi ce type de formation à distance, ou des MOOC, bon, voilà, pendant une semaine, on a un programme, et on le suit à son rythme. Donc là, on a bien compris que l'asynchrone, évidemment, tous les apprenants, il n'y en a pas un qui faisait la même chose en même temps. Mais on peut quand même dire qu'il y a aussi de l'asynchrone en présentiel. Il y a parfois des temps d'action collective par petits groupes où on se dit, ce jour-là, chacun travaille sur des objets différents. Et puis, parfois des temps d'autonomie qu'on pourrait imaginer, par exemple, en fin de semaine, en disant, il y a 2 heures, vous êtes en autonomie, mais une forme d'autonomie quand même dirigée avec un objet. Vous revisitez les cours de la semaine, chacun à votre rythme, et puis on est à votre disposition pour répondre s'il y a encore des questions avant que vous repartiez chez vous. Donc là, finalement, on est bien dans un même lieu, mais il n'y a pas de synchronisation des objets de formation. Donc on y pense assez peu, mais finalement, de l'asynchrone peut aussi exister en présentiel. Il y a d'autres exemples, je ne nomme que cela. Alors, est-ce que sur ce premier temps, qui permettait de resituer, certes dans les grandes lignes, mais quelques éléments de vocabulaire, est-ce qu'il y a des premières questions? Alors, pour l'instant, non, mais n'hésitez pas à inscrire vos questions ou vos remarques dans le chat et je vais relayer vos questions. Ok, bon, alors à ce moment-là, je poursuis. Le deuxième temps, autour des dispositifs et des outils en œuvre à l'IFEA, puisque je l'ai annoncé tout à l'heure en début de webinaire, des actions de formation qui intègrent du distanciel existent dans le catalogue IFEA.
alors dans le catalogue de formation courte, mais aussi dans les parcours métiers, existe depuis quelques années. On va en faire le tour ensemble, enfin en tout cas à travers quelques exemples, et puis ça va vous permettre de comprendre, de voir sur quel outil numérique aujourd'hui l'IFEAP s'appuie, mais en sachant qu'on est toujours en réflexion, on est toujours en veille sur de nouveaux outils et rien n'est figé dans le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous dire avec quel outil on travaille principalement. Donc à l'IFEAP aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des formations en mode hybride, mixte, à la fois présentiel, distanciel. Là, je vais en nommer deux. Alors, il y a dans les parcours du personnel de vie scolaire, dans les parcours aussi de formation des chefs d'établissement, on intègre des sessions de formation à distance, soit en mode asynchrone, soit en mode synchrone, c'est-à-dire que soit à travers la plateforme Moodle dont je vais vous parler tout à l'heure, soit à travers des classes virtuelles. On peut très bien être sur des contenus de formation pour les chefs d'établissement. On a travaillé autour de la comptabilité, on a travaillé aussi autour du diagnostic de projets de territoire. Pour le personnel de vie scolaire, on a travaillé sur la méthodologie d'un projet d'animation, par exemple. Et je sais aussi qu'il y a des temps qui ont eu lieu pendant le confinement pour la préparation des oraux. Voilà, alors là, on était en modalité synchrone à travers des classes virtuelles pour pouvoir s'entraîner et comprendre quels étaient les attendus des soutenances. Et puis, des sessions dites de perfectionnement, des sessions plus courtes, dans lesquelles certainement certains et certaines d'entre vous interviennent et animent. Alors là, on a à la fois des modalités où on a une bonne partie en distanciel et un peu moins en présentiel, jusqu'à, à l'inverse, un peu plus de présentiel et moins de distanciel. Là, c'est très, très variable dans ces modèles hybrides. Et puis, on a des sessions de formation à 100% à distance. Dans les sessions de perfectionnement notamment, où on utilise plateforme et classes virtuelles, ou uniquement parfois des classes virtuelles. Je pense notamment aux préparations à des concours. Alors, ce qui est quand même très intéressant, il y a des 3 demi-journées qui sont proposées. On ne peut pas coller une journée et demie comme ça d'affilée parce que, évidemment, en intercession, il y a des travaux, il y a du temps de maturation. Donc, ce qui est proposé, c'est d'une manière discontinue, 3 demi-journées. On imagine bien que les gens qui habitent à 500 km, de toute façon, ne se déplaceraient pas pour 3 fois une demi-journée. Donc là, c'est tout à fait approprié de pouvoir travailler par demi-journée, en alternant classe virtuelle et aussi dans ces demi-journées-là, des temps de pause où les gens travaillent en individuel de leur côté, puis on se retrouve en classe virtuelle. Donc c'est tout à fait adapté à la fois à l'objet de formation et surtout au contexte géographique, enfin de l'habitat, de localisation des publics auxquels on s'adresse. Je vous ai évoqué la plateforme Moodle avec laquelle on travaille depuis le mois de septembre. Donc, alors c'est une plateforme parmi tant d'autres, mais elle est relativement connue et utilisée dans bon nombre d'universités, entre autres. Donc, on appelle un LMS, donc un Learning Management System. Bon, une fois que vous savez ça, vous pouvez l'oublier, c'est pas le plus important. Ce qui va être important, c'est de comprendre que finalement, on peut l'apparenter à un site internet, une plateforme dédiée, donc qui a été dédiée à l'IFEAP, enfin, en tout cas qui a été développée pour l'IFEAP et qui a été développée pour héberger des contenus de formation, héberger des modules, des formations. Aujourd'hui, on en a une dizaine depuis septembre de modules. Je vous ai évoqué module comptabilité pour les chefs d'établissement ou méthode de projet d'animation pour le personnel de vie scolaire. Eh bien, les apprenants ont un identifiant et se connectent sur la plateforme Moodle de l'IFEAP. Et c'est ici qu'ils retrouvent les cours qui ont été construits, les parcours
qui ont été construits avec des contenus et des activités à réaliser quand ils le souhaitent, même si on met, entre guillemets, des balises en disant, voilà, ce premier temps, par exemple, ce que vous voyez actuellement à l'écran, la séquence 1, alors tout ne va pas forcément s'ouvrir d'un coup, donc on peut faire apparaître la séquence 1 à réaliser sur 2 semaines, et puis la séquence 2 ensuite va s'ouvrir, enfin voilà, on construit un parcours et une progression. Là, je vous ai affiché une capture d'écran d'une formation de perfectionnement, une formation courte, qui est d'ailleurs animée par... qui a été construite et animée par Karine, et donc pour des profs de PS, et donc là, les profs de PS, quand ils se connectent, on leur a concocté un programme, et donc ils cliquent sur les tuiles qui sont devant eux, et il y a un certain nombre de contenus et d'activités de proposer, y compris, vous voyez, une tuile avec des classes virtuelles, puisque Karine animait, c'est un parcours qui, je crois, s'étalait sur à peu près 3 mois, et donc avec des temps de classe virtuelle, il y a eu 3 ou 4 classes virtuelles de réaliser, puis ensuite un bilan. Donc voilà, Moodle, plateforme qui héberge les parcours que les apprenants vont réaliser, et là on comprend bien l'esprit asynchrone, parce que s'ils ont une semaine ou 2 pour réaliser les activités qui leur sont proposées, évidemment, ils vont à leur rythme, ils peuvent réaliser en journée, le soir, le week-end. Bon. Et puis, on intègre aussi des temps synchrones dans ce parcours avec les classes virtuelles. Donc, les activités disponibles sur Moodle, déjà, on peut déposer un certain nombre de ressources, de contenus autour de la thématique qui a travaillé. Très bien, des vidéos, des liens vidéo vers des sites repérés. Ça peut aussi être des médias son uniquement, des textes, évidemment, déposer du Word, du PDF, du PowerPoint, sans problème. Des liens vers des sites référencés qui permettent à l'apprenant d'avancer dans ses connaissances. Des PowerPoint sonorisés, donc on peut tout à fait... alors là, c'est le centre de formation qui, évidemment, peut vous aider à les réaliser. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un PowerPoint, en même temps, rien n'empêche, c'est un exercice particulier, mais de poser sa voix dessus. Et puis ensuite, il suffit d'intégrer la voix dans le PowerPoint à travers un logiciel spécialisé, et ensuite de le déposer sur la plateforme. Donc la personne peut faire défiler les diapos et a vos commentaires et votre exposé. Et puis des liens vers d'autres applications en ligne. Alors ce matin, je suis allé sur le, je disais, je crois tout à l'heure, sur le questionnaire. Il y avait une quinzaine de personnes qui avaient déjà répondu. J'ai parcouru un peu, et vous êtes nombreux, en tout cas parmi ceux qui ont répondu au questionnaire, à dire moi j'utilise déjà, alors on va y revenir, Zoom ou Teams ou autre sur de la visio, et puis des outils de quiz, voilà, des outils en ligne, d'images animées, certains ont parlé de Geniali, etc., des petits logiciels qui permettent de produire du contenu. Donc pas de problème, sur Moodle, on peut soit les intégrer, soit mettre les liens, et les gens cliquent dessus, et ça ouvre des contenus. Donc c'est quand même un premier élément important d'un LMS, c'est de proposer des contenus. Alors évidemment, c'est pas en vrac, il faut qu'il soit organisé en fonction de la progression décidée par le centre de formation. Sur cette plateforme, il y a aussi des outils collaboratifs, donc des wikis, des glossaires, c'est-à-dire qu'on peut déterminer des fiches outils qui seront à remplir pendant 2 semaines par un sous-groupe de 3 ou 4 personnes. Donc ils peuvent collaborer, tel que sur Wikipédia finalement, où chacun peut produire du contenu et qui peut bien sûr être derrière mis à disposition de l'ensemble du groupe d'apprenants. On a des outils d'évaluation qui sont intégrés. Alors certains utilisent déjà des outils en ligne, autres, mais dans Moodle, on peut construire des exercices, des tests, des quiz pour évidemment valider ou évaluer la progression des apprenants dans leur parcours. Et puis, on a aussi des outils d'échange, on appelle social learning, type forum ou messagerie. Donc là, évidemment, ça permet à la fois de répondre aux questions et puis de créer un sentiment d'appartenance à un groupe à travers les échanges. Pour autant, la modalité asynchrone
sur un LMS quel qu'il soit, peut créer de l'isolement et de la démotivation. Parce qu'on se retrouve quand même un peu seul, même s'il y a le forum, etc. Mais voilà, il faut réussir à se motiver. Et un des risques, et d'ailleurs qui a été repéré assez tôt par ceux qui ont créé les MOOC, les premiers MOOC, puisque finalement il y avait un taux d'abandon qui était absolument énorme, plus de 90 à 95% de personnes n'allaient pas jusqu'au bout des MOOC. Donc les universités qui proposaient ces MOOC ont fini par comprendre qu'il fallait aussi proposer un accompagnement tutoral, certes payant, mais qui permettait aux apprenants d'aller beaucoup plus loin et d'éviter la démotivation dans leur parcours. Ce qui permet, et ce qui a été fait dans l'exemple tout à l'heure du parcours sur EPS, de penser la question du tutorat à distance. Comment on va accompagner de manière pédagogique les apprenants dans ces temps à distance. Alors, les outils qui sont utilisés peuvent être variés, évidemment, les mails, le téléphone, mais aussi des outils qui permettent de faire groupe. Et je pense notamment aux outils de visioconférence. Certains en ont nommé là dans le questionnaire, dans l'enquête questionnaire, en parlant de Zoom ou de Teams ou d'autres applications. À l'IFEAP, aujourd'hui, depuis septembre aussi, on utilise majoritairement, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à d'autres outils, mais ce que l'on utilise le plus sont deux outils qui s'appellent Classilio et Teams. Teams est plus connu que Classilio. Teams est d'abord un outil de visioconférence avant d'être un outil de classe virtuelle. Il y a quand même des différences. On ne va pas tout détailler ce soir. Donc ça peut être tout à fait adapté dans certaines circonstances, mais si on veut pousser l'animation pédagogique, il faut plutôt aller vers des outils dédiés à de la classe virtuelle, c'est-à-dire qui permettent de faire, par exemple, des ateliers en sous-groupe, en direct. C'est-à-dire que là, tel que l'on se parle, on pourrait créer une dizaine d'ateliers, envoyer 2-3 personnes par atelier. Vous allez travailler pendant une demi-heure. Nous, avec Karine, on peut passer vous voir dans chaque atelier. On vous a mis à disposition du contenu. On vous a mis à disposition un tableau blanc donc sur lequel vous allez produire une restitution. Et au bout d'une demi-heure, on se retrouve tous dans la salle, tous ensemble. Et on peut diffuser, par exemple, les restitutions des tableaux blancs des ateliers. Donc, c'est quand même des outils qui sont relativement poussés, qui proposent aussi des outils de questionnaires ou de quiz qui sont intégrés dedans, et qui ont aussi une particularité, notamment liée, j'ai évoqué tout à l'heure la loi de 2018, où il faut prouver la réalisation de l'action de formation par les apprenants, et ces outils de classe virtuelle ont un avantage, c'est qu'ils permettent de récolter des éléments très précis sur l'heure de connexion et la fin de connexion, ce qui est pas toujours aussi simple sur certains outils de visio. Je ne les connais pas tous, donc je ne m'aventurerai pas sur d'autres que vous connaissez peut-être assez bien, mais il faut quand même récolter des preuves et les garder chez nous à l'IFEAP pour, en cas de contrôle, pouvoir effectivement valider que cette personne-là a participé à ces temps de formation. C'est la même chose sur Moodle, mais Moodle intègre un certain nombre d'outils pour des remontées d'informations qui permettent ensuite d'attester, nous, que la formation a bien été réalisée. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, sauf si vous avez des questions. Donc, ces outils de classe virtuelle qui permettent d'éviter le décrochage, tout asynchrone est très exigeant. Mettre les gens dans un parcours, qui plus est, par exemple, celui qu'on vient de nommer, de 2-3 mois, ce qui est quand même assez long, mais même si vous mettez les gens dans un dispositif de formation sur 2, 3, 4 semaines, en tout asynchrone, c'est-à-dire, bon, débrouillez-vous et puis on se retrouvera peut-être à la fin. C'est relativement exigeant en termes de motivation parce que voilà, ça vient en plus du reste. Et par ailleurs, la question de l'appartenance au groupe, là, est assez inexistante si on ne fait rien. La possibilité d'activités collaboratives dans ces classes virtuelles, donc c'est intéressant aussi de pouvoir les proposer. L'intervention de formateurs extérieurs qui peuvent être éloignés géographiquement, je l'ai dit tout à l'heure, parfois on a besoin d'un témoignage ou d'une intervention peut-être que de 2 heures. Bon, évidemment, en présentiel, c'est absolument impossible de faire venir quelqu'un du sud de la France pour intervenir 2 heures dans une session. Enfin, c'est impossible, non, mais
Est-ce raisonnable? Ça, c'est une vraie question. Bon, en tout cas, ces temps-là le permettent aussi. Bon, même si on peut faire témoigner finalement un formateur aussi dans une salle, en visio dans une salle. Pourquoi pas? Donc là, c'est une capture d'écran d'une interface de Classilio. Donc, on retrouve à gauche des choses assez classiques. Bon, là, j'ai flouté évidemment la prise de caméra. On a le nom des participants, on a un chat, et au milieu de l'écran, on a surtout un espace. Alors en l'occurrence ici, c'est un tableau blanc, mais évidemment, ça pourrait être une diffusion d'un PowerPoint, enfin ça. Et des outils en bas à gauche, vous voyez un certain nombre d'onglets qui permettent à chacun des participants d'interagir sur un tableau blanc et de le remplir. Bon, voilà, c'était une illustration, on ira plus loin par la suite si on a l'occasion de travailler ensemble, et notamment avec cet outil. Là, j'en viens à la question d'un scénario de formation ouverte et à distance. Là, c'est une schématisation qui vient d'ailleurs de Jacques Rodet, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de scénarisation et de tutorat. Mais en tout cas, bon, voilà, il faut l'adapter, mais c'est une manière déjà d'imaginer le chemin, le parcours pris par un apprenant. Vous avez une première colonne sur le temps de formation, 15 heures, que l'on a décidé, après évidemment un vrai travail d'échange et de conception, que l'on a décidé de diffuser sur 5 semaines. Deuxième colonne, ce que l'on fera en présentiel, les temps de présentiel. À chaque fois, il y a une sous-colonne tutorat. Distance synchrone et distance asynchrone. Donc là, on peut démarrer, on démarre la première semaine par un temps synchrone de 3 heures. Alors l'exemple là, cette capture d'écran, pas très significatif parce qu'on fait rarement venir les gens pour une demi-journée à l'IFEAP ou ailleurs, ou à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille. Mais bon, voilà, c'est une manière déjà de se projeter dans une forme de scénarisation et de parcours. Un temps en présentiel, donc en bas vous avez un code couleur qui peut être un temps plutôt de diffusion de contenu. On peut se retrouver ensuite, enfin les gens vont se connecter cette première semaine suite à cette demi-journée présentielle sur la plateforme Moodle, où ils vont retrouver des activités d'apprentissage, une activité d'évaluation, un forum qui s'ouvre, et éventuellement une action de tutorale. En l'occurrence là, elle a plutôt été identifiée autour du forum. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un pédago qui va intervenir déjà à la fin de la semaine dans le forum en disant: est-ce que tout va bien, vous avez réussi à vous connecter, est-ce que les activités ça se passe bien, je vous fais un retour sur les activités, enfin ce que vous avez déjà déposé, parce que bien sûr chaque apprenant peut déposer sur Moodle ses travaux et il peut y avoir une correction de la part des formateurs. On enchaîne sur semaine 3, semaine 4. On poursuit sur de la distance asynchrone sur la plateforme Moodle avec une activité d'apprentissage, avec aussi des temps de tutorat, soit à travers des mails ou des forums. Mais on se retrouve aussi en semaine 3 avec de la distance synchrone, là, une CV, une classe virtuelle, pour remobiliser, pour faire des retours sur les travaux, pour diffuser des contenus complémentaires. Donc là, une classe virtuelle de 2 heures. Généralement, c'est un modèle qui est plutôt bon, 1h30, 2 heures. Parfois, on va plus loin, mais ça suppose que, évidemment, il y a un rythme adapté avec des temps où les personnes font des travaux individuellement avant qu'on se retrouve en grand groupe. Et ensuite, semaine 4, semaine 5, à la fois, on retourne sur la plateforme Moodle avec des activités d'apprentissage, avec toujours du tutorat de la part des formateurs, de l'accompagnement pédagogique, et puis on peut terminer par une évaluation en présentiel. Bon, à la fois là, je leur dis à nouveau, le modèle 3 heures n'est pas adapté à nos, à nos formations, mais on peut très bien imaginer remplacer ce modèle-là par une formation plus longue, et donc un temps de départ de 7 heures et un temps de fin de 7 heures en présentiel. Et pourquoi pas un parcours complet d'une 30aine ou 35 heures. Voilà, déjà une manière qui pourrait être intéressante et voilà, qui pourrait être un point d'appui si on est amené à travailler ensemble
sur ces transformations. Est-ce qu'il y a des questions, Karine? Alors oui, j'ai une question. C'est quoi un wiki? C'est quoi un wiki? C'est une fiche. Alors, comment dire? Matériellement, ça n'a rien de nouveau. Hein. Vous avez une fiche. Alors, je ne sais pas, par exemple, on a envie qu'un groupe de 3-4 apprenants travaille sur la notion de dyslexie. On peut créer sur Moodle une fiche qui s'intitule dyslexie, la dyslexie, enfin peu importe, avec des rubriques éventuellement, et on dit, bah voilà, vous êtes un groupe de 3-4, vous avez 2 semaines pour produire ensemble. Donc vous avez accès à tout moment du jour et de la nuit, de manière complètement indépendante, vous 3, vous 4, éventuellement vous faites un Skype si vous avez envie un peu d'harmoniser votre travail, mais c'est un espace contributif, collaboratif, où chacun va pouvoir, à 3 par exemple, ou à 4, construire cette fiche autour de la dyslexie, donc apporter des contenus, des illustrations, des liens web, etc. Donc, ça constitue une fiche qui peut être ensuite, évidemment, diffusée auprès de l'ensemble du groupe. Et puis, un autre sous-groupe peut travailler sur un autre objet ou un autre contenu. Donc, on est dans du collaboratif, du contributif, en termes de production de contenu, hein, de production de contenu et de réflexion. Donc Wikipédia, les pages Wikipédia sont des espaces de contribution où chacun peut, alors je ne vais pas rentrer dans le système parce qu'il y a aussi de la modération, on ne peut pas tout écrire et n'importe quoi, mais pour le coup c'est complètement collaboratif et ouvert, on peut renseigner des informations sur Wikipédia sur son village, par exemple. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, la personne pourra peut-être le dire dans... La personne a répondu merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres éléments là sur cette partie autour des visios, des classes virtuelles, autour du LMS Moodle, qui en est un parmi d'autres, mais bon, globalement, alors, il existe plusieurs centaines dans le monde. Globalement, quand même, on retrouve un certain nombre d'outils qui sont à disposition sur ces LMS, qui sont relativement proches les uns des autres. Après, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, qu'est-ce que... Pour le moment, pas d'autres questions pour le moment. Peut-être laisser le temps un petit peu de réflexion, 30 secondes de réflexion. Ouais, et puis n'hésitez pas au fur et à mesure du déroulé de poser la question dans le chat sans attendre le moment des questions, ce qui permet à Karine de relayer plus facilement. Bon, si tout va bien. Ah, attends, Régis, non, pardon. Alors, question de Régis. Attendez que je vais vous publier à tous. Hop. Ah, bah si, ça arrive. Les questions arrivent. Alors, je publie les questions et j'y viens. Hop. Donc, Régis nous demande est-ce que vous avez déjà des éléments pour évaluer l'efficacité des FOAD par rapport aux formations en présentiel en termes d'apprentissage, d'acquisition, d'évolution des stagiaires? Alors, est-ce qu'on a des retours? On a des outils pour évaluer, au même titre que des outils existent. Puis Karine, tu vas pouvoir compléter, parce que tu as aussi travaillé sur ces questions, notamment en lien avec la qualité, la responsabilité qualité. Des outils sont en place pour évaluer le présentiel, et les outils, on les a digitalisés, entre guillemets, adaptés pour évaluer aussi les travaux. Alors la satisfaction, ce qui répond pas vraiment à la question, mais en tout cas pas uniquement la satisfaction, la qualité des supports, le rythme de formation, les échanges entre groupes. Donc ce sont des outils d'évaluation que l'on utilise en fin de parcours évidemment, mais aussi si les sessions sont courtes, en fin de classe virtuelle. Par exemple, on peut tout à fait diffuser, en tout cas Classidio le permet, mais d'autres outils aussi, pour répondre à chaud, hein, c'est la question de l'évaluation à chaud, sur ces formations. Alors évidemment, là, c'est une évaluation côté apprenant.
La question de l'évaluation de la qualité des apprentissages, elle se fait surtout à travers les activités réalisées, les livrables réalisés par les apprenants. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est hors de question de mettre à disposition la moindre ressource si elle n'est pas en lien avec une activité d'apprentissage, une activité en soi, y compris sur Moodle. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Il ne s'agit pas de déverser comme ça du contenu en disant bon, on verra bien ce qu'ils en font. Là, pour moi, ça me paraît inconcevable. Donc, il faut toujours réfléchir au même titre que ce que vous faites en présentiel, c'est-à-dire à un moment donné, j'apporte du contenu, à quoi ça va leur servir et comment je vais pouvoir mettre en place des outils d'évaluation qui me permettent de dire il y a eu une véritable progression. D'un point de vue statistique, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de répondre à l'efficacité, c'est difficile de répondre à l'efficacité, même si on a déjà des premiers retours, par exemple, concernant le personnel de vie scolaire, sur la méthode de projet d'animation, par exemple, où on ajuste et a priori, ça ne semble pas produire des effets moindres, moins efficaces que la partie présentielle. Maintenant, on y va aussi d'une manière progressive. On n'est pas en train de dire on va transformer un parcours de 120 heures immédiatement en distanciel et on verra comment ça se passe. Donc les choses, on les fait aussi au fur et à mesure, on apprend aussi au fur et à mesure et on ne se lancerait pas dans des challenges qui mettraient en danger massivement les apprentissages. Karine, est-ce que tu veux compléter ? Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Après, moi, j'ai pas forcément beaucoup de recul, mais pour ma petite expérience en FOAD de cette année, c'est vraiment ce changement. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de posture à la fois de la part du formateur et de la part des stagiaires aussi. Ce que je vois, moi, c'est que chacun peut apprendre à son rythme quand on est quand il y a des modalités de distanciel asynchrone. Donc ça permet aux personnes, de prendre le temps s'il y a besoin d'acquérir un certain nombre de notions. Après, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour dire les formations en présentiel sont plus efficaces que les formations en FOAD. Ça, pour l'instant, je ne saurais pas le dire. Mais c'est un changement d'habitude à la fois de la part du formateur et de la part des stagiaires, ça c'est clair. Question de Pierre-Antoine, l'outil qu'on utilise en ce moment, est-ce que c'est Teams? Ben oui, c'est Teams. Alors on l'utilise en modalité webinaire. Donc comme on l'a expliqué au départ, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir beaucoup de personnes qui se connectent, mais avec uniquement une interaction via chat. Donc, c'est un choix de modalité qu'on a eu là pour ce soir. On peut utiliser Teams en mode visioconférence, où là, il y a de l'interaction avec les personnes connectées. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter, Frédéric, quelque chose par rapport à ça ? Non, je ne vais pas rajouter, si ce n'est sur la première question aussi tout à l'heure de la question de l'évaluation. Elle est vraiment évidemment centrale, c'est-à-dire qu'en termes d'apprentissage, la distance est-elle aussi performante que le présentiel? Il faut aussi parfois se poser la question inverse. Le présentiel est-il parfois plus cohérent, plus adapté et produit plus de résultats en termes d'apprentissage que le distanciel. Il y a des objets, on ne va pas les développer là, mais sur lesquels je pense parfois c'est le cas. C'est peut-être parfois la distance qui est plus adaptée. Bon, en tout cas, il faut se poser la question dans les deux sens, mais difficile de répondre, en tout cas d'une manière aussi générale. Après, en prenant des exemples plus concrets, je pense qu'on trouverait des réponses plus satisfaisante. Alors, j'ai
alors attendez, parce que là du coup ça arrive. Donc question de Chantal qui nous demande donc si Classilio est un outil gratuit car actuellement elle utilise Zoom avec ses élèves. Et le problème de Zoom, c'est qu'au-delà de 40 minutes, ça se coupe et qu'il faut relancer le lien. Alors, vous êtes nombreux à utiliser a priori Zoom aussi, c'est ce que j'ai repéré dans l'enquête. Très bien, plutôt d'une bonne qualité, généralement, c'est plutôt repéré en qualité son et image plutôt bien, je dirais même parfois un peu mieux que Teams Visio, je trouve, mais bon. Il y en a d'autres qui existent, il y en a qui utilisent, j'ai vu GoToMeeting, Jitsi aussi, qui a été mis en avant par le ministère là, au moment du confinement au niveau gratuit. Alors, le problème de Zoom, c'est qu'ils ont été un petit peu décriés. Là, a priori, ils ont relevé les manches et mais Teams aussi, enfin Microsoft, sur la confidentialité, sur la cybersécurité et confidentialité, puisque des données transitaient un peu à droite à gauche. Bon, après, ça peut être un gros problème pour des grosses multinationales en termes de confidentialité. Et là, quand on est en visio avec des élèves sur des contenus pédagogiques, ça me paraît un peu moins problématique. Bon, après, il y avait la récupération de données, des adresses IP, etc. Donc voilà, il y a eu un moment où ça a été un peu critique. Mais c'est pas un mauvais outil qui est gratuit effectivement, enfin gratuit avec un certain nombre de restrictions, et notamment au bout de 40 minutes ça coupe. Je crois qu'ils avaient débloqué ça au moment du confinement, mais là à nouveau c'est revenu là-dessus. Pour répondre plus précisément, Classilio n'est pas un outil gratuit. Pour être clair, une classe utilisable 7 jours sur 7, 24 sur 24 avec 25 places, c'est 300 € TTC par mois. Voilà, donc c'est un vrai budget. Alors c'est un vrai budget et en même temps, nous c'est peut-être, je pense, le prix d'une location d'une salle, pas loin de location de certaines salles pour une journée pour un groupe, quoi. Donc voilà, rapporté au mois évidemment, en sachant que par exemple, ce qui a été assez exceptionnel, au mois d'avril, je crois qu'on a eu un taux d'occupation de la salle d'une vingtaine de journées, quoi. Tous les jours, matin, après-midi, cette salle a été occupée. Aujourd'hui, on en a pris une deuxième pour au moins aller jusqu'en juillet. Donc voilà, alors en revanche, faut quand même, il y a un vrai temps assez, qu'il ne faut pas négliger de prise en main technique, puisque c'est des outils qui sont plus lourds, technologiquement, et donc ça demande la mise en place, la vérification du matériel des personnes. Donc on fait des classes tests avant pour les apprenants. Donc voilà, tout ça se fait, mais effectivement, quand tout marche bien, c'est un outil qui est assez extraordinaire en termes de performance. Mais il faut prendre beaucoup de précautions d'usage au risque de perdre des gens qui n'arrivent pas à se connecter, etc. Donc il y a tout un protocole à mettre en place. Mais voilà, c'est payant, au même titre que d'ailleurs chez Adobe aussi, ils ont Adobe Connect, enfin voilà, il y a plusieurs solutions, chez Webex aussi, mais ce sont des solutions plus poussées, qui pédagogiquement permettent quand même plus de choses, enfin, c'est certain, mais en l'occurrence qui sont payantes parce que évidemment en termes de développement, il y a des gens qui travaillent derrière. Alors, voilà. J'ai une remarque, enfin 2 remarques. La première, c'est la personne s'interroge. Oui, mon micro est activé. Oui. La personne s'interroge en fait sur l'arbitrage qui peut être fait entre le distanciel et le présentiel par rapport à la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Alors, c'est plus qu'une très bonne question. On est en train de construire en ce moment une grille qui doit nous permettre, nous, à l'IFEAP, et puis avec vous évidemment, une grille de critères qui permet peut-être de faire des choix cohérents, les plus cohérents possibles, sur telle session. Est-ce qu'on peut facilement ou avec difficulté la mettre à distance? Dans ces critères, il y a notamment, aujourd'hui on en a 15 ou 20 critères, il y a notamment la question des contenus qui, à l'origine, si le présentiel existait, mais en tout cas, qui à l'origine était dans cette formation, et de repérer si massivement on était sur des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Moi, ce que je pense,
c'est que c'est probablement plus facile de digitaliser, j'ai pas dit que c'était impossible pour le reste, mais plus facile de digitaliser des contenus de savoir, des contenus, aussi des procédures, certains savoir-faire quand même, qu'on peut tout à fait à distance repérer, mettre en exercice à travers des études de cas, notamment. La question des savoir-être, on peut aussi travailler cette question-là, mais c'est plus difficile. Mais on peut le travailler. Je vous dis qu'on a travaillé sur des classes virtuelles autour de la soutenance. Donc c'est pas impossible, parce qu'il y a dans le travail sur les savoir-être, il y a quand même aussi une introspection, et que cette réflexion sur soi-même, elle peut être portée chez soi. D'ailleurs, c'est parfois plus facile chez soi que dans un espace de formation très localisé. Et que ce regard porté sur sa pratique, on peut aussi l'écrire, on peut aussi l'enregistrer, on peut aussi le partager. Donc voilà, ça, évidemment, on trouvera toujours des situations de savoir-faire et de savoir-être plus compliquées. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question de ce qu'on conserve en présentiel. On va y revenir, mais la vraie question, c'est évidemment du présentiel. Moi, je suis plutôt proche de l'hybride quand c'est possible, mais à condition de conserver le présentiel pour des temps les plus cohérents possibles. Donc, bon, je ne sais pas si ça répond à la question, vous le direz dans le chat. Et je pense que ça vient appuyer ce que Annie dit dans le chat. Annie nous dit qu'elle intervient plutôt donc, dans des formations en développement personnel, et que du coup, ce fameux facteur humain qu'on a en développement personnel, aujourd'hui, elle ne voit pas comment le faire passer en distanciel. Donc, ça appuie complètement sa remarque. Bon, elle nous parle de présentiel augmenté intéressant éventuellement, voilà, donc de l'hybride finalement par rapport. Non, pardon, c'est pas l'hybride, le présentiel augmenté, c'est introduire le numérique dans la formation. Excusez-moi. Bruno nous partage aussi une ressource par rapport à ce qu'on vient d'échanger et ce qu'on va voir après. Il parle du modèle SAMR, donc il nous a mis le lien dans le chat. Vous pouvez y aller. Et donc il y a une nouvelle remarque qui est arrivée pour les personnes donc qui nous ont pris en cours de route. Effectivement, vous pourrez regarder de nouveau ce webinaire en replay. Donc, pas de souci, vous pourrez aller avoir accès aux ressources et aux informations qui vous ont été données, qui ont été données avant. Ok. Voilà, ce que nous dit Annie pour compléter, c'est que quand on est chez soi tout seul, il manque le soutien du groupe. Effectivement, on n'a pas à distance, la dynamique de groupe est différente. On peut créer une dynamique de groupe, mais effectivement, comme je disais par rapport à l'expérience, c'est que elle est différente de la dynamique de groupe en présentiel. C'est ça, elle n'est pas forcément inexistante. Elle peut être aussi intéressante, parce qu'il y a aussi des profils d'apprenants qui ont besoin de ces temps où finalement on est seul dans son apprentissage, à son rythme, et pas contraint par le rythme du groupe qui va trop vite, qui va pas assez vite. Donc c'est aussi des espaces de respiration qui peuvent être adaptés à certains profils d'apprenants. Et une dernière chose sur cette question-là, ça c'est de la responsabilité du centre de formation et du formateur qui anime, de créer cette dynamique de groupe. Elle ne viendra pas seule. C'est certain que s'il n'intervient jamais dans le forum sur Moodle, d'une manière proactive d'ailleurs, sans attendre qu'il y ait une difficulté, ça viendra rarement tout seul, à moins qu'il y ait quelques leaders qui s'en emparent. C'est histoire d'amorcer, et puis après, parfois, ça se constitue. C'est pour ça que ce n'est pas inintéressant, quand on peut, de démarrer par un présentiel, ou de démarrer par une classe virtuelle, qui permet à chacun de s'identifier, d'échanger, de se présenter d'une manière un peu plus personnalisée et plus humaine. Et puis ensuite, on va dire des débuts de liens secrets, mais ça va rarement de soi, et il faut vraiment se poser dans la construction du parcours de formation, dans la scénarisation,
se poser ces questions d'accompagnement tutoral et dont dépend la vie du groupe et ce sentiment d'appartenance. Mais évidemment, il est plus difficile à mettre en œuvre, c'est certain, mais pour autant, on peut aussi avoir des travaux collaboratifs qui sont faits. Aujourd'hui, les outils le permettent, et il y a des travaux de groupe qui peuvent tout à fait se réaliser en sous-groupe à distance. Aujourd'hui, les outils le permettent sans problème, et ça marche relativement bien, donc ça permet de nouer aussi des liens avec un plus petit groupe et d'avoir cette dynamique, je dirais, collective. Ok, alors il y a une chose qui m'inquiète, c'est que Régis me dit qu'il ne voit pas le lien de Bruno pour le moment, alors que normalement j'ai publié pour tout le monde, donc on le relaiera. On va le relayer dans les mails. Voilà. Alors je regarde. Ah oui, dans publier, ce serait mieux. Je vais regarder moi de mon côté si je le vois. Ouais. Est-ce que tu le vois? Moi je le vois. Donc il faut descendre. Donc Régis, il faut que tu ailles, que tu fasses défiler le fil de discussion. Je pense que tu vas le trouver en faisant défiler le fil de discussion. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Karine? Non. Je poursuis. On a commencé un peu à l'évoquer, mais pas tant que ça. On a parlé beaucoup de la place des apprenants. Et c'est quoi apprendre à distance? C'est quoi aussi être formateur à distance? Alors je l'ai mis, voilà, formateur, un métier qui évolue, qui se diversifie. L'idée, il est bien évident que c'est pas à la place de, c'est en complément. Enfin, moi, je crois qu'aujourd'hui, la question est plus tellement du côté des outils numériques et de leur place, même si il y a des précautions à prendre et on peut pas faire n'importe quoi et que ce n'est pas forcément à entretenir une escalade autour des outils, mais enfin, la présence des outils adaptés dans un contexte de formation pour adultes et aussi d'enseignement auprès de jeunes adultes ou de collégiens et de lycéens. C'est difficile de dire on peut faire aujourd'hui absolument sans aucun outil numérique parce qu'ils servent quand même à un moment donné la relation, ne serait-ce qu'entre les sessions, de pouvoir entretenir du lien. Et donc, voilà, l'idée c'est une diversification des pratiques du formateur. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous à intégrer et intérêt à intégrer ces nouvelles pratiques dans des dosages qui appartiennent à tout à chacun. Il ne s'agit pas d'harmoniser toutes ces pratiques, mais en tout cas de faire avec et plutôt de les intégrer, de les penser comme une opportunité, plus que comme uniquement des contraintes, même s'il y en a. Donc ce sont des évolutions qui suscitent même des craintes, au moins deux, mais il y en a d'autres. La question de la maîtrise des outils numériques, puisque de toute façon, on ne rattrape jamais le train là qui est en marche, et moi le premier, pourtant Dieu sait si je suis en veille, j'en apprends tous les jours, donc j'ai arrêté de penser que j'allais maîtriser, connaître tous les outils et tous les maîtriser, au contraire, plutôt d'apprendre. Et puis parfois de me dire, bon, celui-ci, je le trouve bien, je le trouve adapté, je commence à bien le maîtriser, et ben je le garde un petit moment, plutôt que de sauter sur le nouveau qui vient de sortir et qui finalement parfois apporte pas grand-chose de plus. Mais en tout cas, ces craintes-là, elles sont réelles et il faut les prendre en compte dans l'évolution de son métier de formateur. Et puis, une forme de perte d'identité, ça n'a pas été nommé comme ça tout à l'heure, mais il y a un moment donné, ouais, le face-à-face en présentiel, quand on le connaît depuis des années et des années, bah, ça fait partie de son identité métier formateur, sa culture métier, et c'est difficile de le penser autrement. J'insiste là-dessus, c'est pas le penser autrement, c'est penser à côté. La question de la distance, elle ne vient pas remplacer le présentiel continuera à exister, je l'espère longtemps, mais il faut parfois trouver des modalités hybrides, mixtes, et parfois se dire finalement, ce qu'on fait en présentiel là, est-ce qu'il faut absolument se voir dans une salle tous ensemble? C'est pas certain. En tout cas, ça se questionne. Et puis il y a d'autres objets, on se dit là, il faut absolument se voir. Donc moi, la question sur laquelle qui me semblait importante, l'apprenant a-t-il toujours besoin
Que l'on soit à ses côtés, oui, mais est-ce que c'est dans la même pièce forcément? Là-dessus, j'ai laissé le point d'interrogation, j'ai mis ni oui ni non. Chacun, évidemment, on pourra en débattre et puis on trouvera toujours des contre-exemples, mais je pense que parfois, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce. En revanche, on a toujours besoin d'être à ses côtés et c'est pour ça que j'insiste dans la question du tutorat à distance. Là, il ne s'agit pas d'inscrire les gens dans des parcours et de leur dire on se reverra plus tard. Non, on ne se reverra pas plus tard. Je vous suis, je suis présent, je fais des retours. Les gens qui produisent des travaux, ils ont besoin d'un retour. Enfin, c'est parce qu'ils vous produisent une fois le travail et la deuxième fois, vous pouvez toujours l'attendre. Et ils ont bien raison. Ils ont besoin de ces feedbacks. Et contrairement à ce qu'on a pu croire, maintenant je pense qu'on a arrêté de le croire, mais longtemps on a cru que voilà, la formation à distance, côté apprenant, ça va être cool. Son rythme, faire, pas faire, etc. Alors, d'abord, pour attester de la réalisation d'une action de formation et pour délivrer une attestation de formation, il faut avoir réalisé les travaux. De fait, quelqu'un qui n'est pas présent sur les classes virtuelles ou ne produit pas les travaux demandés, bah de toute façon, on ne produira pas d'attestation de formation. Premier quand même cadrage qui permet aux gens de savoir où ils s'engagent. C'est-à-dire, bon, s'ils n'ont pas envie d'aller au bout, ils ne vont pas au bout, c'est leur problème, mais ils savent très bien qu'il n'y aura pas de validation de la formation. Première chose. Et puis, d'une manière assez en termes de motivation intrinsèque, on s'aperçoit qu'on a plutôt intérêt à freiner les apprenants dans les travaux à distance et à être relativement très clair sur les consignes. Et si vous demandez une production, allez jusqu'à dire je veux une production d'environ une page, enfin bon, peu importe, pour que les gens se représentent bien, parce que si on ne leur dit pas, ils s'imaginent qu'il en faut 5. Et quand ils en auront tous fait 5 et que vous aurez corrigé à chaque fois les 5, enfin tout l'ensemble des productions, ça va être compliqué. Donc les gens vont plus loin, les gens s'investissent plus quand ils sont chez eux parce qu'ils trouvent souvent un objet en particulier qui les intéresse et ils vont creuser. Donc il n'y a pas d'histoire d'appétit côté apprenant, c'est assez rare. S'ils sont en difficulté et s'ils ne vont pas au bout, c'est que des fois il y a aussi d'autres raisons qui peuvent être liées à de la démotivation, certes, mais qui peut être liée, par exemple, au contexte dans lequel ils sont, ou difficulté à suivre la formation quand on est à la maison ou autre. Donc voilà, ça c'est une question que je voulais partager. Frédéric, je te coupe juste 2 secondes parce qu'a priori, il y a eu un petit problème technique, on a dû te perdre. Ah. On ne te voit plus. Enfin, c'est figé, les caméras sont figées. Donc j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Je pense pas, mais... Est-ce que vous pouvez éventuellement dans le chat nous dire si vous nous entendez toujours, s'il vous plaît? Est-ce que vous me voyez toujours? Alors, on ne te voit plus, ça c'est sûr, mais on t'entend. On ne voit plus. Pourtant, j'ai toujours 22 participants. Bon, bah continue. Ouais, on est figé au niveau des caméras, mais c'est tout. Alors, attends, des fois, comme il y a un petit délai, tu sais, entre la question et les réponses dans le chat. Est-ce que... C'est bon pour moi, c'est bon, chez moi ça marche, c'est bon. Ok. Je ne sais pas où ça s'est arrêté. Moi, je vois et j'entends. Moi, je vois bien et j'entends bien. C'est bon pour moi. Alors, c'est peut-être que chez moi. Alors, ça a sauté. Alors, ok. Excusez-moi. C'est pas grave, il faut mieux vérifier. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu forcément de coupure dans ce que j'ai dit. Donc, je ne vais pas reprendre sur cet objet. Alors, voilà, pour synthétiser tout ça, c'est former plutôt autrement, parfois transmettre hors les murs. Et certainement, en tout cas, dans le métier, moi que j'imagine, de formateur dans les années à venir, avec certes encore de la transmission, peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire hors les murs, mais ce qui est certain, à distance, mais aussi en présentiel, privilégier le présentiel sur de l'accompagnement, de la guidance et du tutorat. Si on est dans le cadre d'une formation hybride, réserver le présentiel aux échanges, au débat, à la confrontation des idées, au renforcement des compétences. L'idée d'un accompagnement par un formateur et les liens, même à distance, entre apprenants sont à privilégier. Donc là, ça revient sur ce qui était dit tout à l'heure par, je crois que c'était Annie,
me semble-t-il, sur la question des liens entre apprenants. Oui, l'accompagnement par un formateur et aussi l'accompagnement, même à distance, entre apprenants. Il ne faut pas oublier l'apprentissage entre pairs. Et à distance, il est aussi intéressant. On pourrait parler de socioconstructivisme, mais c'est réellement le cas de ce qui peut se mettre en place, à condition que le cadre pédagogique que l'on propose a été pensé dans ce sens. Donc voilà, vraiment se dire, est-ce que l'idée de consacrer, de réserver ces temps de présentiel aux échanges et aux débats, et peut-être un peu moins parfois à de la transmission de contenu, même si dans ce présentiel-là, on revient sur du contenu, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous avais diffusé, et finalement, est-ce qu'il y avait besoin de prendre autant parfois de temps en présentiel pour diffuser le contenu? La question se pose. Je ne suis pas en train de dire que c'est non, mais en tout cas, il faut se poser la question, me semble-t-il. Alors, on a parlé tutorat à distance, un rappel quand même des acteurs de ce tutorat. Alors évidemment, ce qu'on peut nommer le tuteur pédagogique, qui serait plutôt le pilote IFEAP, le formateur permanent, parfois chef d'orchestre. Ce qu'on peut appeler le tuteur court, c'est-à-dire l'intervenant, en l'occurrence vous, quand vous animez une thématique en particulier, c'est le terme approprié dans le champ du tutorat à distance. Le tutorat technique, oui, charge à nous, et la loi de 2018 le stipule, charge au centre de formation de proposer un accompagnement pédagogique adapté et technique. Évidemment, il faut être présent si la personne a du mal à s'identifier sur Moodle ou a du mal à se connecter sur Classideo. Là, on doit être en mesure d'apporter une réponse dans les meilleurs délais. Tutorat administratif, parce que c'est aussi une particularité, la distance. Donc ici, il faut que les services administratifs, et ils sont faits et on travaille dans ce sens, aient les bons outils et travaillent avec les formateurs pour pouvoir accompagner un apprenant qui est chez lui et qui éventuellement ne viendra pas au centre de formation. Bon, là, il faut que dans la distance, c'est quelque chose, en tout cas dans la relation avec les services administratifs, qui est déjà relativement en place, parce qu'on s'adresse de fait à un public qui est loin des locaux de l'IFEAP. Donc cette relation-là est déjà relativement bien ancrée, malgré tout. Et puis, sans oublier, j'en ai parlé tout à l'heure, la question du tutorat entre pairs, la dynamique de groupe, qu'est-ce que j'impulse, est-ce que je demande des travaux de groupe, on a parlé des wikis. Oui, il faut proposer ces temps d'échange, de réflexion et de production entre pairs, parce que pour faire en sorte que ce qui se produisait dans une salle de formation puisse continuer à exister même à distance. Aujourd'hui, il y a quand même des outils facilitant ces relations, hein. Rien n'empêche évidemment les apprenants de se contacter, notamment à travers des outils gratuits, on en a cité quelques-uns de Visio, et à côté d'avoir un document collaboratif sur Google Drive ou OneDrive chez Microsoft ou ailleurs, on peut travailler tous ensemble au même moment. Bon, il y a quand même des outils assez performants, et on voit quand même que les apprenants, d'année en année, s'approprient ces outils-là. Il y a toujours des inconvénients, des choses à corriger, mais globalement, c'est quand même largement de mieux en mieux. Il y a des habitudes et des habiletés autour des technologies qui viennent progressivement d'année en année. Voilà pour cette partie autour du métier de formateur et la question du en quoi la distance vient faire évoluer, parfois bouleverser les pratiques. Et c'est aussi ce dans quoi s'inscrit l'IFEAP. Hein. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, c'est plutôt de travailler ensemble, de vous accompagner dans ces réflexions-là, dans ces possibilités, dans ces impossibilités, parce que parfois il y en a des impossibilités à transférer à distance certains contenus de formation, et c'est tant mieux. Et donc il s'agit pour nous de bien les repérer et évidemment les conserver en présentiel si nécessaire, sans problème.
Est-ce que tu as des questions Alors, oui. Alors, j'ai une première remarque qui est, oui, parce que les questions arrivent maintenant, là, donc on va commencer par ça. Première remarque donc d'un de nos auditeurs qui nous dit que ce serait intéressant de partager nos expériences de ces 2 derniers mois, justement, par rapport à ces nouvelles modalités. Pour gagner en expérience, en modestie, voilà, parce que tant qu'on l'a pas vécu en tant que tel, on peut pas se rendre compte en fait du changement de posture, hein, de l'évolution du métier que ça demande, hein, de formateur. Voilà, j'espère que j'interprète bien ce qu'il y a écrit. Hein, il faut le vivre pour le comprendre, quoi. Ce changement de posture. Pour compléter, je dirais que là, évidemment, la période a été tumultueuse à ce niveau-là. Et que personne n'était complètement préparé. Nous, on travaillait ce sujet-là, mais pour certains formateurs, c'était pas le cas. Donc là, il y a eu une véritable contrainte immédiate qui a parfois, été violente en termes de comment on fait, le temps que ça prend, comment on s'organise, quels outils. Et donc, on a fait comme on pouvait. Avec l'ensemble de ces contraintes et qui ont été très très rapides. Donc l'idée, et c'est bien l'idée de notre démarche aussi à l'IFEAP, c'est d'anticiper ces questions-là et de pouvoir s'y préparer. Donc s'il y a une proposition, enfin si cette personne veut faire une proposition d'un espace de partage, d'une forme de partage, au contraire, et puis nous on va y réfléchir de notre côté à voir comment on peut mettre à contribution vos différentes expériences. Alors ensuite, Annie qui nous dit que finalement, tu vois, entre le début du webinaire et maintenant, nous dit, évolue un petit peu, hein, puisqu'elle nous dit que dans son domaine de développement personnel, le distanciel peut être pertinent pour se retrouver pour un échange ou une analyse de pratique après que les apprenants aient eux-mêmes expérimenté des outils en pratique dans leur classe. Donc effectivement, ça peut être utilisé de cette manière-là, c'est-à-dire que on va avoir un temps de formation en présentiel où on va apporter, au niveau du développement personnel, apporter des outils aux participants et alors, pas que dans le développement personnel, hein, ça peut être aussi en termes de didactique et de pédagogie, hein, de travailler avec les stagiaires sur un certain nombre de choses. Et puis, ils vont repartir avec des choses à mettre en place dans leur classe ou dans leur environnement professionnel. Et la partie, on peut imaginer, du coup, un retour sur expérience, plutôt que de faire revenir les gens en présentiel, ce retour sur expérience peut être fait en classe virtuelle complètement, oui, tout à fait. Elle a dit tout ça dans le chat? Non, là, moi, après, j'ai appuyé ce qu'elle a dit. Elle écrit beaucoup, Annie. Ouais. non, j'ai appuyé ce qu'elle a dit. Elle a entièrement raison. C'est-à-dire, c'est en quoi cette modalité-là est une modalité complémentaire qui peut amener de la souplesse et finalement des partages qu'on ne s'autorisait pas avant parce que c'était plus compliqué, notamment de réunir les gens autour d'une table à distance. Évidemment, il y a moins de facilité. Donc, je crois que ce qui est certain, c'est que c'est une période qui a soulevé des questions, de bonnes questions, qui a amené des contraintes et on espère pas trop douloureuses, mais que des habitudes vont se prendre et des opportunités vont se créer. Donc des opportunités du point de vue des pédagogues. Donc c'est intéressant de monter les marches les unes après les autres tranquillement, sans se lancer des défis ou des objectifs inatteignables aujourd'hui d'un point de vue technologique, d'un point de vue de la maîtrise des outils, ou d'un point de vue de la perte des repères aussi, parce que il faut se ménager de fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je suis en train de faire le tri justement. Alors,
j'ai deux remarques qui s'imbriquent l'une dans l'autre. La première, c'est une question sur est-ce que la FOAD réinterroge le volume des heures de cours? Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque ou questionnement qui émerge, c'est passer en FOAD, est-ce que c'est pas chronophage? Ou quelqu'un d'autre qui nous dit moi, ce qui m'interroge, c'est ce temps de travail pour préparer ces formations en distanciel. J'ai l'impression que ça demande plus de temps que de préparer une formation en présentiel. Voilà. Donc la première, c'est est-ce que ça réinterroge le volume d'heures pour les apprenants? Et la deuxième, c'est est-ce que ça réinterroge, nous, notre volume d'activité pour préparer la formation? Alors, est-ce que ça réinterroge le volume des sessions de formation? Pas nécessairement. Enfin, je n'ai pas de règle en tête qui viendrait dire forcément il y aura plus de temps de formation sur le même objet pour les apprenants ou il y en aura moins. Ce qui est certain qu'il faut passer ça à la moulinette de réflexion pédagogique et de scénario pour pouvoir se dire bon, finalement, peut-être que ça prendra plus de temps sur ces apports de contenu ou ça en prendra moins, mais en revanche, ils vont passer plus de temps sur l'activité. Donc, dans les expériences moi, de transformation, j'ai en tout cas pas de règle qui viendrait dire plus ou moins. Ça peut arriver que ce soit plus ou moins, mais voilà, on trouvera toujours des exemples de contenu, mais voilà, là il faut se pencher, il faut aller plus loin sur la scénarisation. C'est elle qui viendra dire finalement cet objectif pédagogique, cet objectif d'apprentissage, il faudra plus de temps pour l'atteindre à distance ou il en faudra moins. Et je pense que ça, on ne peut pas faire l'économie de ce passage vers de la construction pédagogique pour répondre à cette question. Donc, mais je n'ai pas de chiffre en tête qui viendrait dire que forcément on divise par 2 le temps de formation sur un même objet. Enfin, je ne vois pas ce qui viendrait le dire d'une manière aussi catégorique. La deuxième question, elle était sur le temps de préparation, bien sûr, oui. Cette question-là est réelle. C'est pour ça que dans les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, on parlait de la question de contenu, de savoir-faire, de savoir-être. Dans les critères de choix, la question, alors certainement du volume d'inscription, ça peut être un critère, mais surtout de la reconduite des formations. C'est-à-dire qu'on ne fera pas ce pari-là sur une formation dont on se dit ouais, elle va peut-être exister 1 fois, 2 fois, mais c'est pas sûr qu'elle existe plus longtemps. Parce qu'il y a des objets qui s'inscrivent pas dans le temps. Il faudra, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais en tout cas ça se réfléchit. Tout ça pour dire que c'est une forme d'investissement de la part de tous, de la part des formateurs, aussi d'un centre de formation. Je n'ai pas la réponse à tout ça, on discutera par la suite, mais c'est une forme d'investissement, c'est-à-dire que si j'investis du temps beaucoup plus sur la création de contenu et de ressources, il va falloir que je puisse capitaliser cet investissement sur plusieurs sessions dans le temps. Donc, si je me dis que c'est globalement, c'est une formation qui va pouvoir vivre, c'est toujours un pari, hein, évidemment, à moins d'avoir des indicateurs très très précis et qu'on est sûr de soi, il y a toujours une forme de pari, mais en tout cas, il faut regarder ça de plus près en disant, ouais, l'investissement, je vais capitaliser. Donc oui, produire un scénario, un nouveau scénario, même si je vais revenir sur la dernière partie du webinaire sur nos modalités de travail, c'est produire un scénario, c'est y mettre du temps, même si évidemment on vous accompagne. Produire des ressources, on va partir quand même des ressources qui existent déjà, un maximum, mais il y a de la transformation, donc oui, ça vous demande de l'investissement, mais nous aussi, parce que on va vous accompagner sur le sujet. Donc, oui, il y a une mise de départ. Ça, il faut pas le nier, dans l'appropriation aussi des outils. Une mise de départ de la part de tous. Hein. Vous, en tant qu'intervenant extérieur, je comprends que ça vous questionne, évidemment, et nous aussi en tant que centre de formation, mais l'idée, c'est de faire perdurer aussi nos formations, non pas dans une crainte d'une crise immédiate, etc., mais on voit quand même qu'il y a un phénomène. On a parlé de la question là, du confinement qui a amené la question du télétravail d'une manière massive en France. On peut imaginer qu'il y a des habitudes qui commencent à se prendre
qui existait, mais qui commence à s'amplifier autour de cette question du télétravail, qui fait pour moi le lien avec la question de se former à la maison. Pas uniquement, mais il y a quand même ces habitudes-là, et en tout cas des craintes qui sont levées par un public qui va peut-être être de plus en plus en demande, parce que effectivement la contrainte des déplacements, les coûts, tout simplement, en disant peut-être qu'au lieu de venir 4 jours, venir une journée et en faire 3 à distance, c'est peut-être pas incohérent, et que ces demandes-là vont aussi venir d'un public qui va probablement s'habituer ou avoir moins envie parfois de se déplacer. Donc voilà, je le dis d'une manière un peu théorique dans la réflexion, hein. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ça va venir aussi appuyer ces demandes-là. Mais voilà, pour terminer sur la question qui était posée, oui, ça demande un investissement, et il faut qu'il soit mesuré au regard des résultats. Et ça, il faut qu'on fasse ce travail de mesure ensemble. Oui, ouais, et c'est pour compléter la remarque autour de ça, là, donc c'est Régis, hein, qui, entre autres, qui posait la question de mais est-ce que ça ne demande pas un calibrage du temps de conception, et du coup va réinterroger là, du côté des intervenants, effectivement, au niveau du modèle économique, ce fameux temps passé à concevoir et de la question de la rétribution de l'intervenant pour le temps de conception. Donc, il n'y a pas de modèle unique, mais ça fait partie aussi des critères, je dirais, de choix de passer une formation qu'on fait en présentiel, en distanciel. Ça va être aussi un des critères, ça va être ce surcoût lié à la préparation, quoi. Donc, effectivement, si c'est une session qu'on est amené à rééditer plusieurs fois, l'investissement vaut le coup. Si c'est du one shot, j'empiète sur la suite, mais si c'est du one shot, il faut se poser la question, effectivement. Oui. Non, mais là, le modèle économique dont tu parles et la contractualisation entre l'IFEAP et vous va être interrogée. Alors, on n'a pas de réponse, loin de là, y compris la direction de l'IFEAP n'a pas de réponse. On travaille ensemble, on discutera avec vous, et ça, moi, il y a des modèles qui existent. Celui qui sera choisi, il est à construire, et il faudra qu'il soit évidemment cohérent et respectueux, j'ai envie de dire, de vous en tant qu'intervenant, et puis adapté au projet de l'IFEAP dans ce sens. Donc là, j'ai envie de dire, évidemment, ce soir, la seule réponse qu'on peut amener avec Karine, c'est de dire que c'est une vraie question qu'on se pose, croyez-moi. Après, les réponses, elles vont venir progressivement, y compris dans nos échanges avec vous, et on va construire ensemble de cette manière-là. Mais la question est présente de la charge de travail des uns et des autres, y compris pour les formateurs à l'interne, à l'externe, et de la contractualisation, et de ce temps passé. Et bon, voilà. Il y a des réponses possibles, mais aujourd'hui, on est plus dans le questionnement, mais on avance, et en tout cas, on apportera des réponses à vos questions au fur et à mesure. C'est central. Alors, j'ai une dernière remarque de la part de Bruno qui va faire la transition avec la suite, qui nous dit que le CNFPT a mis en place une communauté et des formations d'accompagnement de ses intervenants au passage aux formations hybrides. Et donc, il nous dit il faudra aussi accompagner les intervenants de l'IFEAP, mais il est persuadé que c'est ce que nous allons proposer. Donc, bonne transition, Bruno. Merci à toi. Ça marche. Alors, dernière partie de ce webinaire, donc les étapes de transformation du présentiel au distanciel. Là, en l'occurrence, c'est vrai que vous avez été interpellé dans le cadre d'une première étape de la démarche, parce que vous intervenez déjà en présentiel, mais je ne suis pas certain. C'est-à-dire que là, il y a l'idée du présentiel au distanciel, mais on peut aussi être dans l'idée de conception de formation en distanciel ou de manière hybride, qui n'existait pas avant. Hein. Donc là, on peut trouver différents cas de figure. J'ai évoqué un certain nombre de critères qu'aujourd'hui on travaille à l'interne pour pouvoir identifier ce qui est le plus raisonnable, plus adapté, le plus cohérent à transformer, puis d'autres sessions sur lesquelles là on pourra se dire au regard de la mesure de ces critères, c'est pas intelligent d'y aller, en tout cas pas dans les conditions actuelles, pour différentes raisons. J'ai évoqué la durée de la formation aussi, peut être un critère, le volume de ressources à concevoir, on en a parlé.
Il n'y a pas aucune ressource existante, il y en a déjà un peu, vers quoi on va aller d'une manière raisonnable. Évidemment, si en 2 mois, il faut produire une batterie de vidéos, etc., de qualité, peut-être que là, ça mérite d'être revu, en tout cas, et réadapté. La capacité de la formation à être reconduite, on en a parlé. Le potentiel d'inscription, mais il y a aussi, dans cette liste de critères, il y a d'autres critères. Là, j'ai mis ceux qui nous paraissaient, en tout cas aujourd'hui, assez essentiels. Donc, on est dans cette réflexion-là. On échange avec vous. On vous demande de remplir une enquête qui nous permet aussi de regarder où chacun en est pour faire une réponse un peu plus adaptée à la remarque de Bruno, c'est-à-dire repérer où vous en êtes dans l'usage d'outils numériques en formation, sur vos expériences, pour adapter au mieux, j'ai envie de dire, notre accompagnement. Et puis, j'ai mis ce picto autour de l'échange. C'est suite à ce webinaire, suite à cette enquête, et vous serez recontacté par les pilotes de l'IFEAP, ceux qui vous ont transmis les informations jusqu'à maintenant, au cours du mois de juin, je viens de dire à partir de la mi-juin, pour débriefer, pour rééchanger ensemble sur vos impressions, un peu à distance, sur oui, ça m'intéresse de travailler cette question-là, enfin on va vous proposer un après. Mais ce qui est certain, pour répondre à la question de Bruno, c'est qu'on vous proposera des temps d'accompagnement à la scénarisation, à la production des ressources et à l'animation de la formation. Il s'agit bien, je l'ai dit tout à l'heure, si on s'engage, si le choix est fait, vous voyez, au regard des critères, de l'enquête, de nos échanges, il y a un choix en disant ouais, on y va, oui, là, peut-être on n'y va pas, ou on n'y va pas maintenant. Enfin voilà, ces choix-là se feront en équipe, j'ai pas toutes les réponses évidemment de mon côté. Si on fait le choix, à partir de ce moment-là, évidemment, on vous accompagnera sur une modélisation, une nouvelle modélisation, un accompagnement autour de la scénarisation. On a des outils qui vont bien au-delà de la capture d'écran que je vous ai mise ici, des outils qui permettent de détailler les grains. On parle de granularisation dans le champ de la formation à distance, chaque grain, qu'est-ce qu'on met comme ressource, comme activité, on la dépose où, etc. Donc, on scénarisera avec vous. Il y aura de la conception de ressources numériques. Bon, ça, en fonction du scénario, c'est là que se déclinent les ressources à produire, ou existantes, ou à transformer. Là aussi, on aura les moyens de vous accompagner. Il ne s'agit pas de vous dire, écoute, tu fais de ton côté une dizaine de vidéos, que sais-je, sans vous accompagner. Ça, on sait que c'est pas possible, et ce serait pas raisonnable, et ça n'aurait pas vraiment de sens. Et ensuite, un accompagnement sur l'animation en distanciel. C'est quoi animer en distanciel? Là, on va tracer un peu des grandes lignes, des grands principes, évidemment que après, on peut se créer un scénario d'animation à distance. À quel moment j'interviens sur la plateforme, dans le forum, je les sollicite, à quel moment je corrige, comment j'anime une classe virtuelle, parce que voilà, d'un point de vue technique, ouvrir et fermer une visioconférence, je veux dire, c'est pas forcément le plus complexe. En revanche, pour y faire quoi? Là, c'est une vraie question pédagogique, et vous avez d'abord vous-même largement des réponses à apporter. C'est quand même vous qui maîtrisez aussi le produit de formation d'abord. Mais nous, on peut vous apporter des compléments d'information, un regard un peu différent, en disant ah oui, ça va vraiment bien marcher en classe virtuelle ou sur la plateforme Moodle, ou ça, attention, il faut peut-être qu'on le modifie un peu parce que c'est pas une activité qui va forcément fonctionner ou auquel vont adhérer les apprenants. Donc ça, c'est un partage de connaissances et d'expériences qui permet de construire un vrai parcours. Donc c'est le pilote IFEAP avec vous. L'idée, c'est de réfléchir ensemble et puis de vous accompagner. Voilà, c'était d'une manière un peu synthétique. Alors,
J'ai pas en tête, on a des idées de modalités d'accompagnement, de temps de formation, éventuellement collectif, de prise en main d'une plateforme s'il y a besoin, d'animation d'une plateforme ou de scénarisation. Bon, ça, on a des idées. J'ai pas le programme en tête parce qu'évidemment, il se construit aussi au regard de la manière dont vous répondez à ces sollicitations, parce que on maîtrise pas tout nous de notre côté, donc voilà, on est aussi dans une méthode, on va dire agile, c'est-à-dire qu'on fait une proposition, on voit comment ça répond et puis on s'adapte. Mais c'est certain qu'il y aura ces temps d'accompagnement et de formation et de débriefing. Voilà, j'ai terminé sur ces questions-là. Alors, juste, voilà, n'oubliez pas l'enquête, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore répondu à cette enquête, n'oubliez pas de la remplir avant le 11 juin, pour qu'on puisse, nous, avoir toutes les infos de ce côté-là. Voilà, je reviens sur la diapo d'avant qui était autour des questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées là sur cette dernière partie Oui, j'ai une question. À quand les premières applications, je suppose, j'espère bien interpréter, à quand, enfin pour une mise en œuvre quand, si je comprends bien ce qui a été posé comme question, les premières mises en œuvre, ce serait pour quand? Nous, on réfléchit d'une manière approfondie à la période. Alors, si M. Tétard, le directeur de l'IFEAP était là, il compléterait, mais Karine, tu vas le faire aussi, à la période septembre-décembre et un peu plus loin. Les premières applications, moi je pense que d'une manière assez raisonnable, si on peut penser des premières mises en œuvre à partir d'octobre-novembre, dans ce qui est de l'ordre de la collaboration avec des intervenants extérieurs. Nous, de notre côté, on anime des formations de manière très régulière, nous-mêmes, à l'interne. Donc évidemment, là, il y a une réactivité qui peut être un peu plus rapide. Et donc là, nous, on peut répondre peut-être sur certains produits de formation sur la période septembre-octobre. Mais en même temps, on ne s'interdit pas, si à un moment donné, vous nous dites, mais moi, j'y vais, j'ai l'envie, j'ai du temps, j'ai de la dispo pour construire, parce qu'il y a aussi ça, hein, évidemment, de notre côté, hein, il y a la période d'été, et qu'il nous semble intéressant de travailler sur ce produit de formation et qu'il est à mettre en œuvre courant septembre ou début octobre, bah, on peut y réfléchir. Après, on verra les contraintes, voilà, les contraintes qui viendront. En tout cas, on ne s'interdit pas d'y réfléchir. Est-ce que Karine, ça... Oui, tout à fait. Oui, je valide ça. L'idée, enfin, quand tu parlais de la période septembre-octobre, c'est soit des formations qu'on anime nous en interne IFEAP ou qu'on co-anime justement avec certains d'entre vous. On peut imaginer, enfin, dès maintenant, se dire, si on prend la décision dès maintenant de dire, ah oui, bah, ça me semble pertinent de passer une partie en distanciel, enfin, on peut y travailler. Après, sur la partie où vous intervenez, vous êtes en animation seul, et si ça nécessite vraiment un accompagnement assez poussé parce qu'il y aura, enfin, il y aura un peu une masse de ressources à produire, etc., il faut être raisonnable et se dire, c'est pour une mise en œuvre au mois de novembre. Donc, quitte à si vous avez des sessions qui sont programmées au mois de septembre ou octobre et que avec le pilote, vous vous dites, ah bah ça serait peut-être quand même ça serait pertinent de passer une partie à distance, etc., etc. Rien n'empêche de modifier les modalités et les dates de ce qui était prévu, puisque dans l'offre qu'on a envoyée, on a bien précisé aux stagiaires qu'au regard du contexte actuel, on pouvait très bien modifier à la fois les dates, les lieux et les modalités de formation. Donc ça, c'est pas exclu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres écoute, a priori non.
j'ai pas d'autres. Il y a un certain nombre qui nous ont déjà quittés, 3-4 personnes qui nous ont quittés. Voilà, non, j'ai pas d'autres remarques ou questions. En tout cas, merci d'avoir été, présent. On se tient évidemment au courant dans la démarche qui suit, je l'ai dit, finalisation de l'enquête et mi-juin, les pilotes vous recontactent et puis un échange secret. On n'est pas, pourquoi pas, on va y réfléchir en équipe, reproposer plutôt là, pas un nouveau webinaire, mais plutôt un espace un peu plus collaboratif. Voilà, on verra si ça semble utile là dans la période qui vient, qui est aussi du côté IFEAP très chargée, parce que on essaie de produire une offre un peu inédite et un peu dans l'urgence, comme tous, d'ici l'été, enfin en tout cas là, qui va être diffusée sur 6 ou 7 sessions de formation un peu nouvelles, qui permettent de continuer à faire du lien et faire perdurer notre activité au cours du mois de juin jusqu'à l'été. Mais on ne s'interdit pas effectivement des temps de collaboration et d'échange. Donc voilà, les contacts se prendront et les décisions se prendront de toute façon pour certaines avant l'été, peut-être pas toutes, mais en partie avant l'été. Karine évoquait, voilà, si on est sur des sessions programmées aujourd'hui, septembre, octobre, novembre, et que le contexte au regard des critères qu'on s'est fixés répond bien au cahier des charges en disant ouais, là c'est quand même intéressant, on peut y aller, on se mettra au travail voilà, le plus tôt possible pour scénariser et produire des ressources. Voilà, et je voulais rajouter aussi, puisque vous êtes nos intervenants IFEAP, on va lancer également une série de webinaires autour de la qualité à l'IFEAP. Quelles applications de la démarche qualité, enfin, pardon, pas de la démarche qualité, quelles applications du cahier des charges Calliope, donc le cahier des charges national qualité à l'IFEAP. Donc, il y aura, sont programmés pour l'instant 4 webinaires autour de cette question. Donc, on va communiquer dessus très bientôt. Le premier webinaire donc aura lieu le 6 juillet autour de l'évaluation des objectifs de professionnels donc qu'on inscrit au niveau des formations, mais l'évaluation de ces objectifs professionnels dans nos formations courtes à l'IFEAP. Donc j'espère qu'on pourra vous retrouver sur ce premier webinaire, puisque on va vous expliquer comment nous on a imaginé à l'IFEAP d'évaluer ces objectifs et comment on récupérera les éléments de preuve de l'évaluation de ces objectifs-là. Voilà. Bien, merci à tous. On est dans les temps, mais vous voyez, malgré tout, on a été bavard, mais merci pour toutes vos questions aussi. Ça m'a semblé très riche pour une première approche, qui est un premier échange autour de ces questions-là. Donc, voilà, je vois que dans le chat, a priori, un certain nombre d'éléments qui semblaient, j'espère, assez clairs. Et bien sûr, on est ouvert à la discussion, à l'échange, et puis on apprend, nous aussi, de notre côté, beaucoup dans toutes ces expériences. Donc, merci à vous. Et puis, on vous souhaite avec Karine une excellente soirée. Et surtout, à très bientôt.